Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, merci déjà d'être présents. Voilà, donc notre objectif avec le COPIL de la CTA, c'était de recréer un petit peu de lien, puisqu'on avait tous espoir qu'on allait reprendre la compétition. Bon, je pense que ça va être compliqué. On verra bien un petit peu les nouvelles informations qui nous seront données. Mais je pense qu'elle va être compliqué de reprendre le sifflet cette année, enfin, sur cette saison-là. Donc voilà, on s'est dit que le meilleur moyen de recréer du lien, ça serait de faire du web. On n'a pas le choix de toute façon, puisqu'on ne peut pas se voir de manière physique en salle. Voilà, donc là, on fait un premier webinaire qui est assez simple, puisqu'on a pris avec Laurent 5 questions qui n'avaient besoin que d'une seule réponse. Donc, on n'a pas été très, très loin dans la difficulté, de manière à se mettre en jambe avec ce premier webinaire. Voilà, donc jusqu'à 20 h, on fait 1 heure. Sur le deuxième ou le troisième, on essaiera de faire intervenir un de nos 3 JA élites. Parce que comme vous le savez, on vous l'a dit lors des réunions de rentrée, on a 3 JA élites qui nous ont rejoints, donc qui sont proposés de nous aider sur les formations. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti de tous ces gens-là de par leur niveau de compétences. Et puis peut-être que sur la fin, on essaiera sur le dernier webinaire avant la fin de saison de, si possible, vous réserver une surprise un peu différente au niveau de la vision de l'arbitrage. Et ça, on vous le dira un peu plus tard si on arrive à le réaliser. Donc là, je vois que tout le monde a coupé ses micros, donc c'est très bien parce que c'est très embêtant d'avoir des échos quand on fait une visioconférence. Le chat, donc c'est bien, Nolwenn vous l'a dit, donc bien mettre vos noms, ça nous permet de voir un petit peu qui est là. Comme ça, on sait qui est présent. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc le déroulé, voilà, moi je viens de vous faire la petite introduction. Laurent va prendre la main pour vous exposer les questions et les réponses. On va communiquer uniquement par chat si c'est possible pour tous. Donc Fabrice Chauffi lui va recenser les questions que vous pourrez poser via les 5 questions qu'on va aborder. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on ne va pas répondre à toutes les questions. On va faire une synthèse de vos questions et on ressortira celles qui ressortent le plus. D'accord? Si vous êtes 3 à poser la même question, voilà. Fabrice Chauffi ressortira celle-là et les explications vous seront données par Marie-France et Laurent sur le règlement si vous n'avez pas tout compris. Et puis à la fin, on vous laissera un petit temps de réflexion, savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire-là et s'il y a des choses éventuellement que vous voulez qu'on améliore, qu'on vous souhaitez aborder sur les prochaines visios, de manière à ce que plus on va lancer dans le temps, plus elles vont être attractives et plus ça va être intéressant. Ça va forcément être intéressant, mais le but du jeu, c'est que ça soit intéressant jusqu'à la dernière visio qu'on pourrait faire au mois de juin ou au mois de juillet. Voilà. Moi, je me tais, je n'ai plus rien à dire. Merci à vous d'être présents. Et puis, bon webinaire. Ok, donc je vais vous partager le document. Laurent, juste une chose avant que tu commences. Est-ce que la personne qui a le pseudo Mingli peut se renommer? Pour qu'on puisse savoir qui a pu participer, si ça ne vous dérange pas. Ah d'accord, si. Alors, vu le nom de famille, je pense savoir qui c'est. C'est bon, ok, ça marche. Vous voyez tout sur le document? C'est bon? Oui. Ok. Alors, déjà pour faire le point, on est aujourd'hui à 4 QCM qui ont été faits donc, depuis fin novembre. Bon, sachant que par rapport au nombre d'inscrits, on augmente régulièrement parce que tout simplement, on a mis dans la liste des gens des JA T3 suivant les différents bassins de pratique et aussi les juges accompagnateurs territoriaux. Donc, ce qui fait que pour le prochain QCM qui aura lieu donc le week-end qui vient, on sera à 126 personnes. Voilà, donc juste pour faire un point par rapport à la participation, sur le premier, on était à quasiment 50% de personnes, 40 sur le deuxième, 49-50 sur le troisième et 37% sur le quatrième. Bon, par rapport à la participation du quatrième, a priori, il y a eu sûrement quelques soucis. Les gens n'ont pas forcément reçu, en fin de compte, le mail. Donc, je vous ai tous renvoyé un mail ce week-end en vous précisant donc, que le prochain QCM était donc ce week-end qui vient. Et si vous ne recevez pas donc l'invitation du QCM à temps, moi je vous invite clairement d'aller voir à partir de vendredi midi jusqu'à lundi soir directement sur le site des QCM. Et là, vous aurez forcément accès à votre questionnaire en ligne.
Voilà. Donc au niveau des notes, bon, c'est relativement moyen, je dirais. Après, les questions sont peut-être de plus en plus difficiles, sont variantes. Bon, celui qui arrive sera peut-être un petit peu plus facile, mais voilà. Mais l'intérêt, c'est la note n'est pas encore primordiale pour l'instant. Je dirais que l'intéressant, c'est le contenu et surtout, voilà, servir, que ça serve surtout d'entraînement et qu'on se pose des bonnes questions et qu'on apporte les bonnes réponses à ce moment-là. Voilà, donc on a fait le choix de choisir 5 règles parmi les 3 premiers QCM avec un taux de réussite le plus faible. Donc ça part de 7% pour arriver à 31%. Voilà. On aurait pu faire d'autres choix de questions. Bon, on a fait celui-ci. Voilà. Donc on va attaquer la question 5.3. Donc le gardien à 12 repousse le ballon et se jette sur celui-ci qui roule en direction de l'aire de jeu. Donc il maîtrise le ballon, mais glisse au-delà de la ligne de surface de but et lance vers un équipier qui se trouve sur l'aire de jeu. Donc décision correcte. On avait soit jet franc pour l'équipe adverse, soit poursuite du jeu, soit renvoi pour le gardien avec coup de sifflet. Donc la réponse bonne, vous la voyez, c'est donc le renvoi. Donc l'explication, tout simplement, vous la voyez en dessous en écrit. Je vais la simplifier. À partir du moment où le gardien maîtrise le ballon et qu'il y a eu une mauvaise exécution du renvoi, il faut absolument refaire le renvoi. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'a pas été exécuté. Donc là, comme il maîtrise le ballon, c'est bien précisé, je vous l'ai mis en gras. Donc il glisse au-delà de la ligne de surface de but. Donc à partir du moment où il sort de la surface de but, pardon, qui s'en va vers la surface de jeu, à ce moment-là, le renvoi a été mal exécuté et donc il faut le refaire. Et à ce moment-là aussi, les arbitres donc, sifflent le renvoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, Fabrice? Je n'ai pas de questions sur le chat. Allez-y, n'hésitez pas à écrire dessus Voilà. si vous avez des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Au pire, ouvrir le micro et vous exprimer. Ouais, moi je veux bien, du coup, désolé, je ne fais pas avec le chat. Sur la fin de la règle, là, si le gardien, j'ai du mal à voir dans quelle situation ça peut être. Est-ce que vous avez des exemples? Dans le cas où il peut perdre le ballon, enfin, il perd l'avantage. Si le gardien de but devait perdre le ballon en dehors de la surface de but après avoir traversé la ligne avec le ballon dans ses mains. Donc ça, c'est à partir du moment où l'arbitre a resifflé le renvoi. C'est ce que je lis. Des exemples. Vous envoyez Marie-France ou Jean-Yves, Fabrice, vous envoyez là-dessus? J'avoue non, mais... Ouais, ça me paraît... Ouais, faudrait que je lise la règle 15.7, quoi. Parce que l'avantage, en fin de compte, l'avantage, c'est si un jet est mal exécuté. Donc, si on prend par exemple un 9 mètres, s'il est mal exécuté et que l'équipe adverse récupère le ballon, donc ça, c'est considéré comme un avantage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas resiffler le jet. En fin de compte, celui qui l'a mal exécuté a perdu la balle, si l'équipe adverse récupère la balle. Voilà, mais pour un gardien, ça me paraît, je sais pas, je vois pas pour un gardien. C'est Justin, est-ce que ce serait pas simplement le fait que le gardien donc sort de sa zone une fois le coup de sifflet de l'arbitre et fait une passe qui est interceptée par un adversaire? Ou même sans coup de sifflet de l'arbitre d'ailleurs. Ouais, mais tant que le renvoi est mal exécuté, l'arbitre doit siffler. Tout à fait. C'est ça il est obligé de recycler. Ah ouais, même c'est parce que effectivement, après, lorsqu'il y a une faute, de fait. Moi, c'est Frédéric, là j'ai une question à poser, là, parce que là on est dans la maîtrise du ballon, mais par contre on dit qu'il glisse, il se jette et il glisse et sort. Ça veut dire que systématiquement, s'il attrape le ballon en glissant, s'il glisse en dehors, on redonne la balle au gardien de but, on est d'accord? Parce que là on dit bien qu'il se jette, donc c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas sa trajectoire.
Ouais, mais je crois que ce qu'on veut dire tous, c'est qu'il a la balle Il avant de maîtrise le sortir, mais ballon. en fait, c'est juste un renvoi classique, en fait. Oui, C'est-à-dire Ah, mais oui, ça, oui. ouais, mais c'est comme si le gardien, enfin la balle était sortie derrière la ligne de but. Le gardien récupère la balle, sauf qu'au lieu d'être dans la zone, il a un pied dans le coin ou quoi. Et non, au mais final, là, on le voit revenir dans sa zone de but, non, en mais fait. là, dans l'interprétation du texte de la Non, mais question, ouais, je suis d'accord sur le terme glisse, c'est un peu c'est compliqué. il se jette et il glisse. Ça veut dire qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas sa coupe. Il attrape le ballon, il glisse en dehors. Donc, il glisse en dehors de la zone, donc on lui redonne la balle systématiquement. Alors, la grosse nuance, c'est surtout ce qui est important, c'est à partir du moment où la gardien maîtrise ou maîtrise pas le ballon. Non, mais d'accord, mais C'est surtout ça qui est le plus important en fin de compte. Savoir si on refait refait le renvoi ou pas. d'accord, bah, faudra qu'on les. Ouais, bah, ça va être compliqué. Ouais, ouais. Mais c'est pas fait aujourd'hui, c'est pour ça. Oui. Aujourd'hui, à partir du moment où il sort de sa zone, on considère qu'il est sorti de sa zone. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'insiste justement, je mets pas mal de questions autour du gardien parce que ce n'est pas forcément les situations qui arrivent toujours et on n'a pas forcément tout le temps la bonne réponse. Non, mais c'est bien, hein, ça nous Ouais, recale bien. Parce que je t'avais posé la question, Laurent. ouais. Parce que j'étais. Voilà. Et je t'avais répondu. Ouais, tu m'avais répondu ça et c'est bien, ça recadre un peu les choses. Ok. On Donc, continue? ouais, juste Stéphanie Lefebvre sur le chat nous fait part d'une précision. Donc, à partir du moment où le gardien bloque et maîtrise la balle, on considère que le ballon est hors jeu et non en jeu. Donc, il faut exécuter un renvoi correctement. Et le renvoi est exécuté correctement lorsque la balle franchit la ligne des 6 mètres, d'où la C'est ça. réexécution du Enfin, la renvoi. projection de la ligne des 6 mètres. La projection. C'est ça. Mais c'est bien le fait, voilà, c'est le terme au niveau du code, c'est maîtriser le ballon. C'est à partir de ce moment-là. C'est ça, tout tourne autour de ça. Ok. On passe à la suivante. Alors, 16-1. Donc, un officiel de l'équipe B proteste et reçoit une exclusion. Avant la reprise du jeu, il continue à protester et est donc disqualifié. Décision correcte. Il y avait 3 choix. L'équipe B est réduite de 2 joueurs sur l'aire de jeu pendant 2 minutes. L'équipe B est réduite d'1 joueur sur l'aire de jeu pendant 4 minutes. Et l'équipe B est réduite d'1 joueur sur l'aire de jeu pendant 2 minutes. Donc, c'était la réponse C. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir. Bon, parce que c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qui arrive souvent. Donc la règle 16.9 dit si un joueur ou un officiel d'équipe, donc un joueur ou officiel d'équipe se rend coupable simultanément ou successivement de plusieurs régularités avant le coup de sifflet de reprise. Donc ça c'est important, hein, plusieurs régularités avant le coup de sifflet de reprise, et que celle-ci nécessite plusieurs sanctions, alors en principe, seule la plus forte est appliquée. Donc, ce qu'on rencontre souvent, en fin de compte, tous les exemples qui sont en dessous, on les voit de A à D, ça considère les joueurs. C'est-à-dire qu'on vient mettre une exclusion à un joueur, il continue à rouspéter, on lui remet une deuxième exclusion. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura 4 minutes, en fin de compte, 4 minutes d'exclusion pour ce joueur sur le reste du temps. La différence, elle est clairement au niveau de l'officiel d'équipe. Donc, c'est là où bon, il faut savoir que c'est différent. On va mettre en place donc, la sanction la plus forte pour le responsable d'équipe. Voilà. Alors, on peut relire tous les points A, B, C et D. Je dirais que maintenant, je pense que tous ces points-là, ça ne vous pose pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Fabrice, tu vois quelque chose arriver? Non, pardon, non, il n'y a pas, il y a pas de question. Mais là, en effet, ce que tu nous montres, c'est que des cas de joueurs, alors que la question, elle valait pour l'officiel d'équipe. Et pour l'officiel d'équipe, en effet, c'est Ça, ce sont des modifications de 2006. Oui, parce que la subtilité, en fin de compte, c'est que, en principe, voilà, on accorde la sanction la plus forte. Mais les exceptions, elles sont quand même assez nombreuses. Et les exceptions, elles concernent tous les joueurs. Donc cette situation-là, on ne la considère pas, voilà, on ne la prend pas comme une exception, en fin de compte. C'est là où on n'est pas habitué. C'est bon? Je pense que voilà, tout le monde connaîtra la règle maintenant. Non, moi j'ai une question. Pardon? Oui.
Si, je suis désolé. Si c'est non, on est là pour ça. Hein. Si c'est un joueur et un officiel, moi je comprends du coup que si c'est un joueur et un officiel, enfin un joueur qui reçoit 2 minutes, l'officiel qui grogne, on lui met une sanction. La sanction la plus forte s'applique, donc il n'y a que 2 minutes. Et non, parce que là, tu as deux Un personnes joueur différentes. et un officiel du banc qui sont Et pénalisés. oui, Donc, tu as un joueur qui sort pour l'officiel et tu as un joueur, enfin, le joueur qui sort pour ces 2 minutes. tout à fait. Pour moi, tu as 2 joueurs en moins. La règle, on parle, c'est quand on cumule, Voilà. des d'accord, sanctions pardon. sur la même personne. D'accord? Laurent, tu peux revenir en arrière pour la question, s'il te Du plaît? coup, là, si on cumule les 2 sanctions pour la même personne, pour le même joueur, il y a un joueur en moins pendant 4 minutes. Par contre, si c'est un joueur, enfin, c'est un officiel qui le prend, qui prend Oui. une 2 minutes et une disqualification, il prend que 2 Oui. minutes au final. Il n'y a que 2 minutes en moins. Non, il prend la disqualification, il prend la Oui, sanction la il plus prend une forte. disqualification, mais ils sont un joueur en moins Oui, pendant 2 minutes. voilà. Ok, c'est ça. On prend toujours la sanction la plus forte. C'est comme quand tu as deux arbitres qui donnent des sanctions sportives et disciplinaires différentes. À chaque fois, on va prendre les deux sanctions les plus élevées. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais là, c'est le cas. Donc, la sanction la plus importante, c'est la disqualification. Et comme c'est un officiel, donc par défaut, un officiel, donc on prend une exclusion de 2 minutes Ok. pour un joueur. C'est bon, on poursuit? Vas-y, Laurent. C'est bon, Laurent. Alors, la 12-8. Le ballon tombe de la main du gardien, A1, et rebondit en direction de l'aire de jeu ou B6 l'attend. A2 plonge dans la surface de but et dévie le ballon au-dessus de la ligne de touche. Alors, décision. 4 décisions. Donc, première, renvoi pour le gardien, remise en jeu pour l'équipe adverse, G-franc pour l'équipe adverse ou G7 mètres pour l'équipe adverse. Donc, la bonne réponse, comme vous la voyez, c'était le renvoi. Alors, pourquoi? On revient un petit peu à la question, la deuxième question qu'on avait vue. Le renvoi est exécuté par le gardien sans coup de sifflet depuis la surface de but au-delà de la ligne de surface de but. Donc en fin de compte là, qu'est-ce que je voulais dire? Il tombe de la main du gardien. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, il n'a pas maîtrisé. Il n'a pas. Vas-y Marie-France, oui. Parce que moi, je m'étais trompée. Donc après, j'ai essayé de réfléchir à cette question-là. Et ça veut dire que tombe de la main du gardien. Ça veut dire qu'à un moment donné, il l'a maîtrisé et il fait par maladresse. C'est une maladresse. Tu vois, ce n'est pas un tir qu'il repousse où la balle est en l'air. Donc, il y a eu d'abord maîtrise et après, la balle est tombée. Donc, on garde la maîtrise. Et final, on est dans ce cas-là. Donc, renvoi, obligatoirement. C'est comme si le gardien échappait la balle qui est rentrée dans son but, quoi. Voilà. Si le gardien il a maîtrisé la balle et que la tout balle, à fait. Et après qu'elle rentre dans le but, il n'y a pas de but. Il l'échappe après, qu'il la laisse rentrer dans son but, le but n'est pas accordé. Tout à fait. Alors, tout à fait. La subtilité là, de la question, c'est qu'en fin de compte, comme tu précises, Marie-France, c'est que ce n'est pas maîtrisé qui met le ballon. Il faut comprendre qu'à partir du moment où la balle tombe de sa main, ça veut dire qu'avant, il l'a maîtrisée. C'est là où c'est un petit peu subtil, mais tout à fait. c'est aussi une situation qui peut arriver. Ouais. Voilà. Mais bon, le fait de maîtriser plus après que la balle tombe, donc ça veut dire que c'est une mauvaise exécution, donc ça veut dire qu'il faut que l'arbitre siffle et refasse correctement le renvoi. Voilà. Donc il y a toujours beaucoup de questions autour de l'autorisation de ce que le gardien a le droit de faire dans sa surface en dehors. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, juste une confirmation par Frédéric Piron de la règle, mais qui est alignée avec nos propos. Donc c'est bon. Alors, je voulais juste préciser là, en fin de compte, je vous mets la règle en dessous. Alors, j'espère que tout le monde a vu que vous avez la possibilité, après avoir fait le QCM, avant de tout fermer, vous pouvez aller voir vos réponses, parce qu'en fin de compte, je l'autorise. Ça, on n'est pas obligé de vous l'autoriser, hein, juste pour éviter qu'il y en a qui appellent les autres, dire la telle réponse, c'est celle-ci, c'est pas l'autre. Enfin, bon, il n'y a aucun intérêt, là, on est en train d'apprendre. Hein. Et donc, vous avez forcément en lien la référence du numéro de code de l'arbitrage. Donc, vous avez toutes les explications à côté. Donc, moi, je vous invite fortement à aller vérifier
votre questionnaire juste après que vous l'ayez fait. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu qu'ils pouvaient avoir accès justement à ces explications ou pas? Non, personne ne répond. Non, j'ai pas de réponse sur le chat. Donc ça veut dire que tout le monde a vu. Je sais pas. Ouais, personne ne s'exprime. A priori. Bon. Ok, on bon, continue. pour moi, j'ai vu le. Alors, attends. Ouais. Par contre, il y a une question qui fait débat là. Une personne demande si la balle est récupérée par un adversaire, il y a but ou pas. Alors, non, c'est pareil. Même non, principe. Le renvoi n'a pas été fait. Le renvoi n'a pas été fait. J'imagine que c'est en lien avec cette question-là. Donc, en effet, dans la mesure où. Fabrice, c'est moi qui la pose parce que c'est par rapport à la première question qu'on a étudiée tout à l'heure où il y avait l'histoire si un joueur adverse l'a récupéré, comment on faisait le jeu. Et là, on est presque dans une situation identique. Donc, je comprends qu'on considère que le renvoi n'a pas été exécuté, sauf que tout à l'heure, on a dit qu'on laissait jouer. Donc, tu vois, c'est l'interprétation, elle est quand même. En fait, c'est que le ballon, il est toujours dans la zone. Là. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Tant que le ballon n'a pas franchi la ligne des cibles, bah si, le ballon rebondit dans la zone, donc il appartient encore au gardien. D'accord. Okay. Donc, on ne peut pas valider la possession de la balle par l'autre équipe. D'accord. Par contre, s'il ressort. Ah bah, s'il franchit entièrement, c'est un autre problème. Mais on n'est plus dans le cas, là. D'accord. OK. Super. Merci. OK. On continue. Alors, question 2-7. Peu de temps avant la fin de la mi-temps, l'équipe A doit exécuter un jet de 7 mètres. Le ballon lancé par A, 9, vient frapper la barre transversale, ricoche sur le dos du gardien qui est à 3 mètres environ devant son but et entre dans le but de B. Mais le signal du chronométreur a retenti au moment où le ballon se dirige de la transversale vers le dos du gardien. Donc, décision. Soit but, soit répétition du jet de 7 mètres, soit mi-temps, pas d'autre décision. Donc, la bonne réponse, vous voyez, c'était répétition du jet de mètres. Pourquoi? Parce qu'on va relire la règle. Donc, toute irrégularité ou toute attitude antisportive commise juste avant ou en même temps que le signal de fin, donc fin de première mi-temps, fin de match, fin de prolongation, doivent être pénalisées, même si le jet franc, conforme à la règle ou le jet de 7 mètres qui en résulte, ne peut être exécuté qu'après le retentissement de ce signal. Donc, de la même façon, le jet doit être recommencé si le signal de fin de mi-temps, fin de prolongation, retentit précisément au moment de l'exécution d'un jet franc ou d'un jet de 7 mètres, même si le ballon est déjà lancé. Dans les deux cas, les arbitres clôturent le match uniquement après l'exécution ou la nouvelle exécution du jet franc ou du jet de 7 mètres et l'établissement de résultat immédiat de ce jet. Donc en général, la situation, c'est quand il reste quelques secondes et donc il y a soit un jet de 7 mètres, soit un jet de 9 mètres, ce qu'on demande aux arbitres, de toute manière, c'est de laisser écouler le temps pour exécuter le jet après donc le signal de fin de match. Ça évite de rencontrer ce problème où les arbitres ne savent pas des fois quoi faire. Voilà. Après, je pense que la règle est claire, tout le monde l'a compris. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, pas de questions ou de remarques pour l'instant sur cette question-là. Mais en effet, on ne peut que les encourager à laisser dérouler le temps jusqu'au bout pour éviter ces situations qui sont toujours délicates. Oui, parce qu'on peut. Après, voilà, il est clair que si on ne connaît pas bien la règle, on peut être vite piégé, c'est une faute technique. Oui, Gauvin, pour répondre à ta question, en effet, sur le match Toulon-Chambray-Touraine Handball, il y a un an, enfin pas cette saison, mais la saison précédente, en effet, il y avait eu un cas comme ça avec la tireuse de Chambray qui avait vu son 7 mètres refusé par rapport à une fin de chrono et ils auraient dû faire retirer le 7 mètres, ce qu'ils n'avaient pas fait. Il y avait eu d'ailleurs faute technique avec match à rejouer. On était un peu dans cette règle-là. Là, ce qui est important, c'est la fameuse règle, j'ai 3 secondes pour exécuter un jet, quel que soit le jet. Voilà. Donc, s'il reste 4 ou 5 secondes au tableau d'affichage, vous ne faites pas décompter le temps parce qu'on est au-delà des 3 secondes. Par contre, vous prévenez bien le tireur qu'il a 3 secondes pour exécuter. S'il met 5 secondes, en l'occurrence, le jet il sera annulé quelque part.
Ce qui est encore mieux, c'est plutôt qu'il faut que les arbitres attendent pour siffler, en fin de compte. C'est là où c'est le mieux, quoi. Exactement. OK. Donc en fait, s'il reste à peu près 3 secondes, il faut mieux arrêter le temps. Non. Faut mieux laisser le temps. Faut mieux laisser le temps d'écouler. Voilà. Et s'il reste plus, faut pas le laisser découler. Ouais, c'est ça. Enfin, 3 secondes, et oui, 3 secondes. S'il reste 6 secondes, oui, 5-6 secondes, il faut. Enfin, c'est clairement, tout dépend si tu as arrêté le temps ou pas à la fin, hein. C'est pareil. Est-ce qu'il y avait une exclusion pendant ce moment-là? Donc, ça veut dire que tu es déjà obligé d'arrêter le temps, là. Maintenant, si tu vois qu'il reste 5 secondes, 6 secondes, quand tu as sifflé le 7 mètres, tu as intérêt de laisser écouler, hein, parce que le temps que le joueur arrive et se positionne, voilà, c'est le timing qu'il faut sentir. Mais vaut mieux, je dirais, patienter avant de siffler le 7 mètres, quand on voit qu'il reste que quelques secondes. Ouais, pour répondre à Noé, même à 5 secondes, en effet, tu vas au-devant d'une situation qui va forcément te mettre en difficulté parce que le temps de faire une feinte, 2 feintes, il va arriver qu'il va tirer au moment où ça va sonner et ça va être le bordel. Donc, le mieux, comme dit Laurent, c'est pas du tout arrêter le temps, comme ça défile jusqu'au bout. Mais même s'il apparaît 4 ou 5 secondes, alors c'est vrai que réglementairement, il a 3 secondes pour tirer, normalement, tu ne dois pas faire dérouler. Mais sache quand même que si tu ne fais pas dérouler, tu t'exposes au fait que. Enfin, le tireur, il a intérêt d'avoir bien conscience qu'il n'a que 4 secondes pour tirer et qu'il ne va pas avoir le temps de faire beaucoup de feintes, quoi. Sinon, tu vas avoir cette situation-là à gérer qui ne sera pas simple. OK, on poursuit. Ouais, c'est bon, tu peux. Alors, question 7-3. Donc, A4 se place, saisit le ballon, saute et retombe sur le pied droit, puis saute sur le pied gauche et lance le ballon. Combien a-t-il fait de pas? Donc, soit 1, 2, 3 ou 4. La bonne réponse était 2. Alors, oui, il y a pas mal de gens qui n'ont pas réussi. Je pense que c'était à peu près, on était aux 2 tiers, hein, 2 tiers de personnes. Bon, ça paraît peut-être assez banal, mais c'est le B.A.-ba. Donc, faire 3 pas au maximum avec le ballon, on considère qu'un pas est effectué lorsqu'un joueur qui a les 2 pieds au sol enlève un et le repose ou en déplace un. Donc là, on compte bien le nombre d'appuis. Voilà. Alors, peut-être ceux qui sont là avaient bien répondu, je ne sais pas. Voilà. J'espère que ça choque personne. Il y a des questions par rapport à ça? Non, il n'y a pas de questions. Non. A priori. C'est un bon petit rappel, hein, je pense, pour certains peut-être. Il y a quand même eu 2 tiers de mauvaises réponses, donc ça valait le coup de faire le rappel quand même. Et là, c'est Voilà, ce qu'on appelle l'appui zéro, quoi. Les 2 pas, c'est quand il est retombé au sol, appui zéro, pied droit, pied gauche, enfin, 2 pas. Non? Non, il a déjà les 2 pieds au sol. Il a déjà les 2 pieds au sol. Donc là, il est à 0. Ouais, là, il a 0, tout à fait. C'est comme s'il réceptionnait un ballon en Voilà. l'air. Donc Il là, il est à retombe au 0, sol, donc là, ça revient à la même chose. Voilà. Il enlève un, Il le repose et il en déplace un autre. Mais donc là, ça fait bien 2. Alors, on est bien à 2, je suis d'accord. Par contre, pour moi, on n'est pas dans le cas de l'appui zéro. L'appui zéro, c'est quand il reçoit la balle en l'air. C'est ça, et quand tu retombes, du coup, ça ne compte pas. Là, c'est différent. Là, il a reçu la balle, il était au sol. Ouais. Il fait un saut, donc c'est ça. Son premier pas, c'est le fait de sauter. Enfin, c'est le fait de retomber, en fait, En fait, c'est l'ambiguïté, c'est quand il saute, il retombe sur le pied droit. Donc là, il fait un pas déjà. C'est ça, c'est ça. En fait, le fait de sauter et de retomber sur son pied droit, c'est comme s'il avait fait un pas normal. Voilà. Et puis du pied droit, il passe au pied gauche. C'est ça. C'était là l'ambiguïté, je pense. C'est ça. Mais de toute façon, là, globalement, qu'il soit en extension et qu'il reçoive le ballon, qu'il retombe les 2 pieds au sol ou qu'il ait 2 pieds au sol, la finalité, c'est qu'il est à 0. Oui, bien sûr. Parce que les 2 pieds sont au sol. Le contact est au sol, donc les 2 pieds étant au sol, qui viennent d'une position en l'air et j'arrive au sol, ça fait 0. Parce que les 2 pieds sont en contact avec le sol en même temps. En même temps. Voilà. Et donc, il faut bien interpréter le 0. À quel moment il est. Voilà. À quel moment il est le 0? Simplement quand les 2 pieds sont au sol au moment où je reçois le ballon. Ou que je retombe avec les 2 pieds au sol avec le ballon en l'air. Ça fait 0.
Voilà. C'est Frédéric, là, j'ai une question à ce sujet sur l'appui zéro. Quand on reçoit la balle en l'air et qu'on retombe sur un seul pied, parce qu'on parle toujours des deux pieds, on considère bien un zéro. Hein. Oui. D'accord. Non, parce qu'on parle souvent de l'appui zéro à deux avec les deux pieds, mais c'est à partir d'un pied. Hein. C'est à partir du moment où on est en l'air. Ouais, mais c'est par rapport en général à la prise de 1 contre 1 en général. Tu sais, en as souvent qui arrivent face à leur défenseur, qui sauvent la balle, et on parle de l'appui zéro au moment où ils posent les deux pieds en même temps. Parce que s'il y en a un qui décale, qui pose les pieds en décalé, tu as déjà un appui qui est fait en fait. Non, mais ce que je veux dire, les deux pieds en même temps, il part à droite, à gauche, il a fait son appui zéro pour l'instant. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on est en l'air et qu'on atterrit sur un ou deux pieds, on est en appui zéro. C'est ça. Hein. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est quand tu es en l'air et au premier contact qui suit ta position en l'air, que ce soit un contact d'un pied, contact de deux pieds simultanés, tu es sur l'appui zéro. Donc pour répondre, oui, tu retombes sur un pied ou deux pieds simultanés, c'est toujours l'appui zéro. Ok, c'est bon, Laurent. Question, je crois qu'on était sur la dernière. D'accord. Donc on a fait rapide, après il n'y avait pas forcément grand monde. Alors on peut peut-être profiter parce que là on a dressé que le cas de 5 questions qui avaient posé problème, mais il y a peut-être d'autres questions dont vous avez souvenir sur les derniers QCM qui ont pu vous poser problème. Si vous l'avez, n'hésitez pas à nous en faire part, on peut en discuter maintenant, comme il nous reste quelques minutes. Alors moi j'ai eu des questionnements, j'ai aussi une porte ouverte à ça. Il y a quand même pas mal de personnes qui posent des questions et derrière je leur réponds. Bon, j'ai pas en tête des sujets, mais ça existe. Donc je dirais qu'il faut pas hésiter à le faire. Tant que j'arrive, ça soit un nombre raisonnable. Pour l'instant, c'est un nombre raisonnable. Je peux répondre. Bon, après, ça peut être une question de délai. Voilà, c'est plutôt. Il y a des gens qui sont venus vers moi parce qu'ils ne comprenaient pas forcément la réponse qu'ils avaient lue en fin de compte du code. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'ils ont été voir l'explication du code et après, comment l'interpréter. Juste, oui, une petite parenthèse quand même. Quand on vous donne la règle et que s'affiche le code, il n'est pas forcément à la bonne page. Il faut bien aller voir la règle qui est citée. Bon, mais je rebondis là sur ce que tu disais, Fabrice. Il y a des gens qui ont des questions. Oui. Moi, je sais plus. J'avais noté, je crois que c'est peut-être sur le dernier questionnaire, par rapport à la gestion justement des bancs. Alors, je crois que c'est un joueur qui s'énerve sur le banc, qui prend 2 minutes, rouge, etc. Et après, il va dans le vestiaire. Il va dans les tribunes. Alors après, j'ai plus la question exactement en tête, mais j'ai pas bien répondu, je m'en rappelle. Bref. Je sais plus, il apostrophe un joueur sur le terrain ou je sais plus quoi ce qu'il fait. C'est peut-être la gestion de ce genre d'événement, ça peut me paraître compliqué. C'est-à-dire qu'une fois que le joueur est dans les tribunes, normalement, il est du ressort du responsable de salle et plus de l'arbitrage, quoi. Sauf qu'il est tout le temps sur il est toujours sur la feuille de match. Mm-hmm. Donc, attends, je regarde, j'essaie de rechercher le. Après, c'est un rapport écrit. Tu ne peux plus intervenir dessus, c'est un rapport écrit. D'accord. Alors, je sais plus, je vous dis, je sais plus exactement la question, mais c'était quelque chose comme ça. Tout à fait. Le joueur, il est il prend une grosse sanction, il sort, et puis au final, je sais plus, c'était pas une question de. Je crois que c'était insulter ou apostropher quelqu'un, je sais plus. Attends, j'essaie de la rechercher. Il me semble que c'est dans le dernier questionnaire, mais je suis pas sûr à 200%. Ouais, je suis sur le 4 là justement. Je vous laisse continuer pendant que je cherche là. Il y a une question de Noé. Alors, le lieu de la reprise de jeu après une sanction en cas de joueur de l'équipe en défense, en cas de surnombre de l'équipe en défense, enfin pas de surnombre, mais avec un joueur de trop pour l'équipe qui est en défense, et alors que l'équipe en attaque est en position favorable. Donc, à quel endroit on reprend le jeu? En fait, si je comprends bien ta question, on met une sanction à l'équipe qui est en défense parce qu'elle a un joueur de trop. Et
l'équipe en attaque était en position favorable. Alors, ou c'était peut-être pour un mauvais changement. Bah là, je ne pense pas que ce soit ça, mais non, mais c'est moi qui ai posé la question, pardon, c'est moi. Ah d'accord. Alors vas-y. C'était dans le questionnaire, c'était une question qui me revenait, et dans le questionnaire, c'était peut-être pas trop de joueurs en défense, mais c'était mauvaise entrée de l'équipe en défense. D'accord. Alors concrètement, la réponse, Noé, c'est comme tu l'as écrit, c'est la position la plus favorable. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, tu prends l'exemple de ta situation là. La défense est à 6 mètres, l'attaque est à 9 mètres. Il y a un mauvais changement qui se fait devant la table de marque. Le chronomètre va sonner, il y a un mauvais changement. Tu ne vas pas faire jouer le jet franc devant la table de marque. Tu vas le faire jouer là où la rencontre elle s'est arrêtée, c'est-à-dire à 9 mètres par exemple. Tu vois, la position la plus favorable. Si ce genre de choses arrive dans l'autre sens, c'est-à-dire je suis dans ma défense, je récupère le ballon, donc je deviens du coup attaquant. Je lance une montée de balle. Il y a un mauvais changement de l'équipe adverse, dans la mesure où moi, je ne suis pas encore dans le camp adverse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je n'ai pas franchi cette zone de changement et que le coup de sifflet arrive avant. Dans ce cas-là, au lieu de me faire repartir de mes 9 mètres, on fera exécuter le jet franc à hauteur du banc, puisque c'est là qu'a eu lieu le mauvais changement. Toujours l'endroit le plus favorable pour celui qui est en possession du ballon. Et pour compléter, si on coupe une OMB, alors normalement l'arbitre ne doit pas couper l'OMB pour un mauvais changement, mais par contre la table de marque, le chronométreur peut très bien appuyer sur le klaxon pour signaler le mauvais changement et donc couper une OMB. Dans ces cas-là, on va bien au jet de 7 mètres, on est d'accord? Et donc, tu mets la sanction, enfin, tu exclus le joueur pour mauvais changement et tu vas aux 7 mètres puisque ça a coupé une OMB. Quoi. Ok. D'accord. Gauvin pose une question. S'il y a un mauvais changement de l'équipe qui est en attaque, perd-elle toujours le ballon? Alors, oui, si le ballon est en jeu. Sinon, non. Donc, un ballon est en jeu, c'est un ballon qui vit. C'est-à-dire que si le ballon est en touche, si le ballon est dans les mains du gardien, on considère que le jeu ne se déroule pas. Et donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de changement de main. Sinon, pour tous les autres cas, oui, il y a changement de main. Tu rends la balle à la défense. Sur un renvoi, sur un jet franc, sur une remise en jeu, on ne peut pas inverser. C'est ça. Ça, il faut le savoir. Un engagement. Parce que vous aviez parlé de la touche et du renvoi. Donc, c'était pour ça que j'avais un doute après sur le jet franc. Jet franc aussi. Merci Marie-France d'avoir complété. C'est valable aussi. En cas de jet franc, le ballon n'est plus en jeu, donc on n'inverse pas la possession de balle. Vous avez d'autres questions par rapport au dernier QCM? Valentin, je n'ai pas retrouvé la question en 3 et 4. Là. Je cherche. D'accord, pas de problème. Si, mais c'est juste une précision comme ça. Hein. Enfin, voilà. Est-ce que ça va arriver vraiment souvent, ce genre de choses? Je ne pense pas. Mais... Tu sais, les questions, Valentin, qui nous posent le plus de problèmes, souvent, c'est celles qui n'arrivent quasiment jamais. Mais le problème, c'est que le jour où tu y es confronté… Il vaut mieux les avoir. Et oui, c'est tout. C'est sûr, c'est sûr. Donc, vous voyez, par exemple, c'est ce qui ne collera jamais nos JA Elite. Ouais. Parce que, en fait, les règles, même s'ils ne l'ont jamais vécu, ils l'ont déjà en tête et le jour où elle va arriver, ils la maîtriseront parfaitement. Bien sûr. Voilà. Après, c'est une connaissance parfaite du livret d'arbitrage. Du livret d'arbitrage. Exactement. Alors, juste un commentaire sur le dernier QCM, le 4. Je vous ai mis une vidéo. Bon, sachant que les vidéos, aujourd'hui, elles sont principalement faites que pour les arbitres élites et pré-élites. Donc, j'ai essayé d'en trouver une qui n'était pas forcément à ce niveau-là. Donc, j'aimerais aussi clairement la commenter parce qu'il y en a qui m'ont questionné, 2 ou 3 personnes. On avait le choix entre le G7 mètres ou le G franc. On avait le choix entre l'exclusion et la disqualification. Alors, il y a des gens qui ont hésité entre le G franc et le G de 7 mètres. Donc, pour bien préciser le cas, il ne peut pas y avoir 7 mètres
à partir du moment où le défenseur est devant sa ligne de surface de but et qu'il y a un soutien de la part de l'autre défenseur. Donc, il n'y a jamais, en fin de compte, franchissement des deux défenseurs en surface de but. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à la situation du jeu. Par rapport à l'action, donc, le défenseur donc, fait le geste de la main, donc du bras et de la main, d'aller au visage du joueur adverse. Alors, est-ce qu'il y a 2 minutes ou disqualification? Donc, ce qu'il faut prendre comme critère, c'est ce que je vous avez exposé à la journée de rentrée, les 4 critères à prendre en compte sur la décision de la sanction disciplinaire. C'est l'endroit du défenseur, au moment où il fait la faute, l'endroit de la faute sur le joueur, la puissance du geste, et la 4e, c'est la répercussion. Donc là, on voit que la première faute, bon, l'endroit, enfin la deuxième, si on cite la deuxième, l'endroit, donc c'est sur la tête. Donc à partir du moment, c'est au-dessus de la ligne des épaules. Coup au niveau de la tête, c'est au minimum 2 minutes. Donc par contre, la puissance, l'intensité, si elle est présente, eh bien, on passe directement à la disqualification. Et là, c'était le cas, parce que si vous voyez bien le bras, il part de la verticale, il a le bras en hauteur et il descend de 90 degrés pour taper sur la tête. Alors, son intention n'est peut-être pas là, mais le geste est quand même fait, donc c'est forcément une disqualification. Malgré que les arbitres ont mis 2 minutes. Voilà, vous avez peut-être été trompé par rapport à ça, mais toutes les vidéos, moi j'en pratique beaucoup en tant que juge accompagnateur national, il ne faut surtout jamais se fier, en fin de compte, à ce que les arbitres sifflent. Ce qu'on vous demande, c'est votre avis. Alors, j'essaierai... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, déjà? Moi, j'ai une question. Posé problème, là, certains. J'ai une question niveau arbitrage qu'on s'est posé en STAPS sur un TD. On a vu que tout le temps, les joueurs, quand un joueur en attaque était touché à la tête, il y avait 2 minutes, presque tout le temps. Maintenant, c'est tout le temps. Et on s'est posé la question, est-ce qu'un jour, il y aura cette même règle sur les gardiens qui prenaient des balles dans la tête? Parce que il y a aujourd'hui, dans le code d'arbitrage, il n'y a que le rouge et le rouge est sur 7 mètres si le gardien ne bouge pas. Mais il n'y a pas forcément, après c'est au rôle de l'arbitrage, mais il n'y a pas forcément 2 minutes quand un joueur tire dans la tête du gardien. Tout à fait. Et vas-y. Et nous, on s'est dit, nous, on a un gardien du coup qui est à Saran, qui joue en N2, il disait, mais c'est pareil, ça veut dire que le joueur, même s'il ne fait pas exprès ou quoi, il doit savoir ne pas tirer dans la tête. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un peu on protège les joueurs de champ, mais on ne protège pas forcément les gardiens avec ce manque de règles. Alors, on peut débattre à un moment. Le règlement, il est fait comme ça aujourd'hui. On est obligé de le suivre. Mais sachez quand même qu'il y a des discussions en cours entre les entraîneurs, enfin au niveau international, les entraîneurs, les arbitres. Il y a des commissions qui se réunissent régulièrement pour essayer de faire évoluer, en fin de compte, les règles. Donc, celle-ci va peut-être évoluer, mais sachant que les règles évoluent, en fin de compte, tous les 4 années, à chaque année d'Olympiade. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne se pose pas la question, le règlement il est comme ça, même si ça ne plaît pas. Ça ne paraît pas judicieux des fois de mettre une disqualification et alors à un autre moment, on voudra aussi la mettre, mais non, le code nous l'interdit. Mais là, moi, juste pour rebondir, là, en tant que gardien, je veux dire, à un moment, c'est le rôle de mettre la tête où il y a le ballon. Je veux dire, t'arrêtes la balle. C'est l'objectif principal. Après, comment est-ce que les arbitres vont justifier de mettre 2 minutes à un joueur parce qu'il a tiré dans la tête du gardien? Pour moi, ça me paraît complètement impossible. Tu n'as pas à les mettre. T'as pas à le mettre. Non, mais là, si on parle de l'évaluation de l'évolution des règles. Si ça venait à potentiellement mettre une règle pour protéger la tête du gardien. On est en train de philosopher. Attention. Non, mais c'est sûr. Non, mais juste comme ça. C'est par rapport au risque quand même. Maintenant, on sait quand même les commotions cérébrales et les risques que ça peut engendrer de recevoir des chocs à répétition dans la tête. Ouais, non, mais en général, bon, ok, ça peut sonner un gardien. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, à quel moment tu juges que le tireur a tiré dans la tête du gardien et que ce n'est pas le gardien qui a mis la tête en opposition pour arrêter la balle? Tu vois, après, c'est une question, mais pour moi, si ça venait à être une règle notée noir sur blanc dans le carnet d'arbitrage. C'est comme pour les coups au visage. C'est comme pour les coups au visage. On ne regarde pas si l'attaquant il a la tête penchée à gauche, penchée à droite. À partir du moment où il y a un coup au visage, il y a 2 minutes. Ouais, c'est pas faux. Mais la finalité du défenseur, elle n'est pas de toucher la tête. Alors que la finalité du gardien, elle est d'arrêter le ballon, peu importe avec quelle partie du corps.
vois ce que je veux dire? Faites quand même, si je peux me permettre, faites quand même une petite nuance. Alors, Valentin, je vois que tu es un fala des balles en pleine poire. Non, non, mais Donc, le c'est pas jour où ça. je vais te siffler, je ne l'oublierai pas. Non, faites bien attention quand même. On est vraiment sur la protection des joueurs. C'est quand même terrible. Bon, vous prenez un coup au visage, ça fait mal. Mais je pense qu'un ballon qui part à 70-80 km/h en plein visage d'un gardien de but, c'est très dangereux. Voilà, c'est très, Oui. très dangereux. À 3 Il y a mètres. quelque chose quand même qui est important, c'est le gardien quand il est sur ses appuis. Vous prenez l'exemple d'un jet de 7 mètres, et vous avez des exemples à la télé, des joueurs qui ont pris des rouges. Rappelez-vous à Ballot qu'après un carton rouge. Là où il faut être vraiment vigilant, nous, en tant qu'arbitre, il faut mettre la sanction, c'est quand le gardien ne bouge pas. Je suis désolé, le gardien qui est complètement statique, qui prend la balle en pleine poire, ne venez pas me dire que le joueur ne l'a pas fait exprès. Et on ne peut pas dire que Valentin, il aime bien prendre des coups. S'il est sur sa parade, et c'est toute la nuance justement, et la difficulté pour l'arbitre de zone notamment, c'est de bien s'assurer que le gardien, il est sur une parade ou il n'est pas sur une parade. Si le gardien est sur la parade, bien entendu, un joueur ouvre l'angle, le gardien vient fermer l'angle, il est sur sa parade, il prend la balle en pleine figure. Ben oui, en fait, il est sur la trajectoire du ballon par rapport à l'angle que prend le joueur. On est d'accord, il est en mouvement. Mais si le joueur gardien est complètement statique, arrêté, l'exemple d'un jeune de 7 mètres, et qui prend la balle en pleine figure, je ne peux pas dire que c'est une parade. Je considère pour moi que le joueur ou la joueuse l'a fait intentionnellement. Sur le jet de 7 mètres, oui, là, il y a pas, Voilà. pour moi, il n'y a pas de problème avec le jet de 7 mètres. Moi, c'est dans le jeu. C'est-à-dire que comment on va juger dans le jeu. Dans le jeu, c'est la même chose. Imagine, j'arrive devant toi, je rentre dans la zone, je suis au-dessus de toi, je tire, mais je te la mets en pleine poire alors que tu ne bouges pas. Après, c'est votre sensibilité après. Hein. C'est comment vous interprétez la chose. Après, moi, là, ce cas-là, on l'a eu, on a arbitré un match à Montargis, je crois. Et donc, je crois que c'est la nationale 2 filles ou nationale 3 filles, je sais plus. Nationale 3 filles, où la gardienne, effectivement, prend un ballon dans la tête et tout le monde nous dit, mais elle a fait exprès de tirer dans la tête. Bah, comment on justifie? La gardienne, elle a fait sa parade et la joueuse n'a pas fait. Pour nous, c'est toute la subtilité. Est-ce qu'elle est sur la parade? Voilà, il n'y a pas de règle, il y a pas de règlement par rapport à ça. Tu ne peux pas mettre une disqualification, c'est clair, ça te l'interdit la disqualification. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que sur l'action qui suit, bon, après avoir arrêté le temps, ainsi de suite, par rapport au carton blanc, s'il a lieu, c'est de te rapprocher en fin de compte de la personne qui l'a fait et de savoir vraiment son intention et de lui dire, bon, là, j'ai vu, la gardienne n'a pas bougé, tu as tiré en pleine tête. Donc là, tu le préviens par du verbal, et la fois d'après, rien ne peut t'empêcher de lui mettre 2 minutes parce que tu lui as fait comprendre, quoi. D'accord. Et là, on est, je dirais, plus dans la protection du joueur que dans le règlement pur. Parce qu'un règlement pur, on n'a pas lieu de mettre une disqualification à partir du moment où il y a du jeu en mouvement et que le ballon arrive dans la tête du gardien. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait mettre une exclusion à un joueur de champ qui tire pour nous un peu sans vraiment dans le jeu, par exemple un ailier qui va tirer, qui a presque pas d'angle et qui va tirer dans la tête du gardien, mais on peut pas forcément. C'est ça le problème, c'est comme vous disiez, il n'y a que sur le penalty qu'on peut vraiment savoir si c'est volontaire ou pas, mais ou en contre-attaque. Moi, j'ai déjà vu un carton rouge en NSS où est-ce qu'un joueur de Montargis il allume en pleine tête le gardien de Châteauneuf mais qui bouge pas. Mais c'est le savoir si on peut sanctionner un joueur pour avoir tiré dans la tête et non l'avertir avant, parce qu'il y a des joueurs, ils vont être malins, ils vont avoir un joker. Moi, je sais très bien qu'il y a des joueurs qui jouent de ça, en fait. Bovin, le règlement, si le gardien, dans ton cas, n'a pas bougé, il est statique, c'est disqualification. Tu ne te poses pas la question. Voilà. Que ce soit fait volontairement, involontairement, si tu as considéré que la position du gardien était statique, c'est disqualification. Après, au moindre mouvement de tête du gardien, on rejoint un peu ce que disait Valentin tout à l'heure, ça peut faire office d'une parade. Et du coup, si tu considères qu'il a bougé, même peu, mais qu'il a bougé, à partir de là, c'est non sanctionnable, quoi. C'est juste une parade. Que ce soit d'un tir d'aile, d'un tir de 9 mètres, d'un 7 mètres, c'est la règle, c'est la protection du joueur et du gardien en particulier. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, Gauvin. Juste un message pour Frédéric Piron. Il y a Ming Li qui voudrait recevoir les QCM. Donc, comme il est rattaché au 37, si tu peux ensuite transférer son compte à Laurent pour qu'il puisse le rajouter dans les personnes.
Oui, bah, je vais le faire rapidement. Il faut juste que je trouve son adresse mail normale, son numéro. D'accord. Bon, et ben donc. À la rigueur, non, tu m'envoies son nom et puis moi je transmets à Nolwenn qui renseigne les deux adresses Bah, et qu'il renvoie à la Fédé. Si je peux te Alors des fois, il peut y avoir un timing entre le moment où je le reçois et le moment où je l'envoie à Nolwenn, qu'on l'envoie à la Fédé et que la Fédé nous le renvoie. Donc des fois, il peut y avoir un certain délai. Sachant qu'ils sont très réactifs, la Fédé, en ce moment. Laurent, si j'ai les deux, si j'ai toutes les infos, je te les envoie tout de suite comme la dernière fois. Oui, d'accord. Okay. De toute façon, au pire, Mingli est connecté, donc s'il veut faire un envoi direct à Laurent par la messagerie, puisqu'il a possibilité de le faire, on ne verra pas ton mail et seul Laurent l'aura. Donc à la rigueur, fais-le, mais tu nous le signales pour pas que Fred s'en occupe aussi de son côté. Si tu veux, tu le fais. Non, mais je vais le faire maintenant. Fabrice, je vais le faire comme ça. Moi, j'aurai une trace sur mes demandes. Ok. D'accord. Ok. Bon, ça marche pour ça. Avant de laisser le mot de conclusion peut-être à notre président, s'il est encore, oui, tu es encore là, Mathieu, je voulais quand même signaler le fond d'écran d'Anthony Duport de Montargis. Anthony, c'est sympa de nous mettre dans l'ambiance des gymnases. Le but est vide, mais on voit quand même ta tête dedans, donc c'est parfait. Merci pour l'effort de fond d'écran. Il n'y a pas de souci. Faut essayer de faire avec. On ne peut pas aller dans les gymnases. Donc, bon, j'ai essayé de recréer l'ambiance. C'est excellent. Ouais, c'est sympa. Je propose qu'au prochain webinaire, chacun fasse un petit effort de présentation derrière, qu'on trouve des fonds d'écran sympas pour voir et qu'on élise le plus beau fond d'écran. Mais pour ce soir, c'est toi qui as le titre sans problème. Ouais, puis toi, Fabrice. Merci. Fabrice, toi, tu es deuxième parce que tu es associé à ton tableau derrière avec ton beau polo. Tu vois, c'est dans le ton. C'est dans le ton. Bon. Laurent, Mathieu. Alors, il y a une petite question de Gauvin. Là. Il dit voilà, petite question hors sujet. Enfin, c'est pas hors sujet. Les journées de formation qui devaient avoir lieu, en fait, Gauvin, on ne peut pas les faire pour la simple raison qu'on n'a pas le droit de regrouper un certain nombre de personnes et que par conséquent, soit c'est fait en visio, mais c'est un peu compliqué. Voilà, ça va, c'est sympathique de faire ce genre de choses. Mais de la vraie formation de base, c'est quand même mieux en présentiel. Donc, la saison est compliquée. Donc, je pense qu'elles n'auront pas lieu. Je pense. À moins que d'un seul coup, on prenne 70 millions de vaccins et puis on se retrouve dans 15 jours. Mais je ne travaille pas chez Pierre-Paul Jacques pour livrer des vaccins. Donc, voilà. Laurent, t'en profites pour nous préciser quand a lieu le prochain QCM, puisque c'est imminent, pour que tout le monde ait bien l'info et surtout, n'hésitez pas à le faire suivre à vos collègues arbitres. Si vos binômes ne sont pas là ou si des arbitres de votre club ne sont pas là, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole. Laurent, prochain QCM. Alors, comme je l'ai mis là dans le document, c'est donc vendredi cette semaine à partir de midi jusqu'à lundi soir minuit. Alors, j'essaierai à chaque fois de faire un rappel par mail. Est-ce que vous avez tous reçu le mail que je vous ai envoyé dimanche ou lundi pour le rappel? Oui, pour moi. Oui. Ouais, ça fonctionne. Ça vous convient, ça? Je suis dans le même cas. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit tout à l'heure. Je n'avais pas reçu le précédent. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu… Alors, le précédent, non, je n'avais pas fait de rappel. C'est pour ça que là, j'en ai fait un. Et je vous conseille donc vivement, si vous ne recevez pas de mail pour vous inviter à répondre au questionnaire, c'est pour ça que je vais vous faire un rappel le week-end avant, d'aller directement sur le site à partir du vendredi midi jusqu'au lundi soir, puisque ça restera toujours ce créneau-là. Et tout le planning, vous l'avez décrit sur le mail que je vous envoie. On ne va pas changer, donc tout est d'intérêt. Voilà. On reçoit en fait ton mail, enfin pour la plupart, donc ça c'est très bien, c'est un premier appel. Et aujourd'hui même, on a reçu, enfin moi j'ai reçu le mail automatique de la Fédé qui confirme la mise en place du QCM à partir de vendredi. Donc c'est bien, on n'a plus d'excuses pour ne pas le faire. Oui. Alors sachant que, oui, comme je disais la dernière fois, on a eu le questionnaire 4 quelques problèmes parce que je vous ai envoyé en fin de compte les liens. Enfin, ça s'envoie automatiquement. Moi, je n'interviens pas. À partir du moment où je vous soumets un test, vous recevez le mail, mais je m'y suis mis mercredi soir. Et a priori, comme la liste est longue, et peut-être que s'il y a beaucoup au niveau de la Fédé, beaucoup de clubs qui le font, apparemment, ces mails arrivent en retard.
Donc là, j'ai essayé de les envoyer hier et aujourd'hui. Donc vous avez dû avoir tous vos liens. Voilà. Ok. Très bien. Mathieu, le mot de la fin? Il n'y a pas d'autres questions. Écoute, le mot de la fin, déjà, je veux de nouveau remercier les 26 présents. Donc pareil, tu m'as un peu coupé le sifflet, mais c'est normal en tant qu'arbitre et en tant que binôme, tu as pris le sifflet un peu rapide. Ça fait partie encore des petits travaux qu'il faut qu'on fasse tous les deux. Non, simplement, voilà, on est 26 ce soir. Ça serait bien qu'on soit éventuellement le double la prochaine fois. Parce que je pense que sur 100 arbitres qu'on a vus en formation et information en début de saison, ça serait bien qu'on soit au moins à 50% et presque à 90% sur les dernières sessions. Ça voudrait dire que voilà, tout le monde s'y met, on va dans le bon sens. Juste dire, voilà, les QCM ne sont pas faits pour nous sanctionner. Moi, je le dis ouvertement. J'apprends aussi des choses via les QCM parce que je ne connais pas le livret d'arbitrage. Je ne suis pas GIA Elite. Je ne le connais pas par cœur. Donc, j'en apprends aussi à chaque fois que je fais le QCM parce que je ne fais pas 100%. Donc, c'est plutôt enrichissant. Donc, je le redis, ce n'est pas pour sanctionner qui que ce soit. C'est pour nous enrichir de règlements. Et comme disait tout à l'heure Fabrice, le jour où ça nous arrive, on se dit, tiens, ça, je me rappelle, c'est telle décision qu'il faut, voilà ce qu'il faut appliquer comme règlement. Ça évitera les fautes techniques. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des managers qui connaissent le livret d'arbitrage de A à Z. Ça peut arriver. Donc, ça évitera la faute technique. Et puis, voilà, encouragez vos binômes, pour ceux qui en ont, à se connecter. C'est pas chiant. Voilà, c'est juste, voilà, c'est de manière à ne pas se mettre en difficulté le week-end quand on va siffler. Voilà, tout simplement. Voilà. Et pour ceux qui ont des problèmes, vos binômes, s'ils ont des problèmes de connexion, vous êtes arrivés. Moi, je me rappelle qu'au début, c'était très compliqué de me connecter il y a 2-3 ans quand ils ont sorti ça. Mais à force de persévérance, on arrive à se connecter sans problème. Et puis voilà, c'est plutôt ludique qu'autre chose. Voilà en ce qui me concerne. Donc la prochaine fois, ça sera un petit peu plus dense parce qu'on passera plutôt sur des réponses, hein, Laurent, des questions à 2 réponses, voire 3 réponses. Donc forcément, l'échange sera un peu plus long et il y aura forcément la parole sera un peu moins donnée. Ouais, donc forcément, ce que je compte faire la prochaine fois, là on a pris le plus facile avec des taux de réponse faibles. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y a eu une hésitation entre 2 réponses. Donc ça veut dire qu'on peut être peut-être à 60%, mais il y a des gens qui ont, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour la vidéo, est-ce qu'il y a 2 minutes ou disqualification, ou est-ce qu'il y a 9 mètres ou 7 mètres, toi. C'est peut-être ces questions-là qui peuvent être intéressantes aussi à débattre. Exactement. Non, plus personne ne veut intervenir. Alors je vais clôturer. Oui. Attends, je viens de recevoir le mail de Célie, hein, et je viens de regarder sur Iand, et il est inscrit au nom de Léa en tant qu'arbitre. Parce que j'ai regardé le numéro de Z-arbitrage, donc je vais avoir un problème sur le sujet, je pense. Mais comment ça? Léa a la même adresse que toi? Elle arrive après. Fred et Laurent, vous ne voulez pas vous connecter après parce que du coup, ça ne regarde pas forcément. D'accord. En aparté, je vous laisse gérer ça en aparté de manière à ce que Lee, hein, c'est ça, puisse recevoir les QCM, puisqu'on a un candidat, donc il faut absolument lui répondre à sa demande. C'est enrichissant pour lui et pour nous. Donc voilà. Donc moi, je vais tous vous remercier d'avoir participé. Merci aux copiles d'avoir été présents. Merci à Laurent pour le travail qui a été effectué. Et sur ces belles paroles, moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Un petit bisou à toutes les filles, parce que c'est bien, on en a de plus en plus, ça c'est bien. Et puis voilà, puis bisous aussi à vous, messieurs, et puis bonne année. Et puis on va se retrouver sur les terrains, j'espère, le plus vite possible. Voilà. Mathieu. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.